7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Marie-Falicon. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Mais la rentrée s'annonce pourtant difficile pour certains confrères et autres structures marquées à droite, puisque vous l'avez peut-être suivi. Plusieurs comptes Instagram ont été suspendus la semaine dernière sans motif, même si certains ont été rétablis parfois dans l'heure. Frontières, l'IFP, l'ASLA par exemple, d'autres comme Occidentiste ou encore Alice Cordier sont toujours dans l'attente. Ce n'est pas la première fois, mais là c'est vrai que c'est une hécatombe puisque tous ces comptes ont été suspendus en même temps. Alors les questions qu'on se pose, c'est pourquoi ? Jusqu'à quand et de quel droit ? Et sur quels critères ces suspensions ? On en parle ce matin avec notre prestigieux invité, l'ancien magistrat Charles Prats. Bonjour Charles Prats. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En tout, ce sont donc 9 comptes qui ont été suspendus en moins de 24 heures. Certains ont depuis été rétablis, d'autres non. Les services de Meta, qui possèdent donc la plateforme d'Instagram, ne donnent aucune raison ni aucune perspective sur l'avenir de ces comptes. Mais alors Charles Prats, pourquoi eux ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi une telle frappe numérique ? Ce sont de très bonnes questions, mais c'est malheureusement pas à moi qu'il faut les poser. C'est plutôt à la direction de Meta, enfin de Facebook, enfin Instagram en l'espèce. Pourquoi eux, on peut se dire, on pourrait se méprendre, comme on dit, si on faisait du Audiard, parce qu'ils sont de droite. Pourquoi maintenant ça, c'est une bonne question. On aurait pu penser avant les élections. Bon, pourquoi maintenant on est après les élections ou alors est-ce qu'il y a une anticipation de la part de certains de nouvelles élections d'ici un peu moins d'un an et donc où il faudrait empêcher un certain écosystème de droite de pouvoir s'exprimer. Et voilà. On peut évidemment se poser plein de questions, s'imaginer plein de choses, parce que en plus de mémoire, il n'y avait pas eu de publication particulièrement scandaleuse ou polémique de la part de ces comptes-là. Ça a dégringolé d'un seul coup et à la chaîne. On pense à Jordan Florentin, on pense à l'IFP qui est une école de formation, enfin c'est un institut de formation. Je crois que c'était sur Occidentis où le patron d'Occidentis n'avait rien publié parce qu'il était parti en vacances. Donc lui, il était tranquille, je sais pas où, au bout du monde. Ça lui est tombé dessus comme ça. Enfin, donc voilà, donc très très clairement, on est dans quelque chose où on pourrait imaginer, si on était vraiment avec un esprit taquin, que ce serait de la discrimination politique. En tout cas, on peut se dire, c'est vrai, est-ce que c'est par prudence que ces plateformes vont suspendre des comptes de personnalités de droite en l'occurrence ? Est-ce que c'est par pression ou est-ce que c'est vraiment par idéologie volontaire ? En tout cas, vous venez de le dire, c'est vrai qu'il y a une proximité politique, bien sûr, entre les différents comptes suspendus qui laisse à penser qu'il s'agit donc d'une décision de pure opportunité politique. Après, on s'avance, on verra ce qu'il en est. Mais d'un point de vue juridique, Charles Prats, de quel droit Meta, le groupe Meta ou un quelconque réseau social peut-il choisir le profil de ses utilisateurs ? Alors après, c'est compliqué parce que les contrats, en général, ne sont pas des contrats de droit français. Vous savez ce qu'ils appellent, enfin, les contrats. Si tant est qu'on peut appeler ça un contrat, vous savez ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, les standards des communautés, tralala. Oui, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est ce qui est paru. Je crois qu'il y a une photo avec Alice Cordier et Mila que quelqu'un a publié et qui a été flagué. Ça ne respecte pas les standards de la communauté, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait rien. Donc manifestement, la tête de Mila ou la tête d'Alice Cordier ne respecte pas les standards de la communauté. Pas très gentil pour elles quand même, elles sont charmantes en plus, ces deux jeunes femmes. Donc voilà, donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des modérateurs de ces plateformes. Alors de quel droit ? Il y a leurs conditions générales d'utilisation, ce sont des boîtes privées, donc il y a des relations contractuelles, elles établissent entre guillemets assez librement la manière avec qui elles contractent et les clauses. Maintenant, elles n'ont pas non plus le droit de faire n'importe quoi. Alors, vous avez ce fameux DSA, là, cette fameuse réglementation communautaire, qui a été très décriée comme étant quelque chose qui permettrait la censure. C'est ce que Thierry Breton veut imposer à Elon Musk. Mais dans le même texte, vous avez quand même l'obligation pour les plateformes de motiver leurs décisions de modération. Oui. Là, on va bien voir si elles répondent aux diverses sollicitations sur la motivation des décisions. Il y a pas mal de parlementaires qui l'auront écrit d'ailleurs,
en leur disant justifiez, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi cette histoire. Mais surtout, si on reste en droit franco-français, vous avez le code pénal. Et donc les articles 225-1 et suivants du code pénal qui définissent les discriminations et qui sanctionnent les discriminations. Discrimination au travail, etc. Mais aussi les discriminations dans les relations commerciales classiques. Et il faut savoir qu'en droit pénal français, le fait de procéder à une discrimination, c'est-à-dire à un refus de délivrer un service qui serait fondé sur l'opinion politique réelle ou supposée de la personne, c'est un délit. C'est un délit qui est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende Ouais. pour les personnes physiques, qui rendraient coupables. Donc, par exemple, pour les modérateurs de Meta qui ont commis cette suspension en se fondant sur l'opinion politique réelle ou supposée de la personne, eh bien, c'est un délit, c'est 3 ans de prison pour cette personne-là, encourue. Et pour Meta, l'amende est multipliée par 5 pour la personne morale, donc c'est 225 000 euros d'amende, mais surtout, vous avez une petite peine complémentaire qui est prévue au 131-39 du Code pénal, et bien c'est la fermeture, c'est Ah oui, l'interdiction oui. d'exercer. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, il faut qu'il fasse attention quand même à Meta, parce que à un moment donné, si ça prend une tournure judiciaire, cette affaire-là, ils encourent tout simplement la fermeture du service en France. Et vous pensez vraiment qu'on peut en arriver jusque-là? Parce que là, vous citez le code pénal, il y a un volet pour sanctionner, bien sûr, les discriminations, mais voilà, est-ce que concrètement, Meta est un gros groupe, quoi? Mais alors, sur le papier, gros Ouais. groupe ou pas gros groupe, c'est la même chose. La loi est la même pour tous. Ou alors, il faut que tout le monde explique que la loi n'est pas la même pour un groupe américain, pour Meta, pour ceci, pour cela. Alors, je sais bien que, vous voyez, par exemple, on a eu des exemples. C'est un peu la même chose en matière de travail dissimulé. Vous savez, vous avez l'exclusion des marchés publics. Et à l'époque, je me rappelle de ce très grand groupe de BTP qui s'était fait attraper en travail au noir. Et derrière, vous aviez des sanctions automatiques d'exclusion des marchés publics à partir d'une condamnation d'un certain niveau. Et comme par hasard, au niveau de la cour d'appel, la condamnation était restée juste en dessous du niveau qui entraînait automatiquement l'exclusion des marchés publics. Parce que vous comprenez, on n'allait pas exclure des marchés publics de BTP ce très grand groupe français. Ça ne pouvait pas se faire. C'était assez scandaleux comme décision. Parce qu'il s'était fait attraper les mains dans le sac en train de faire du travail au noir. Alors là, on pourrait se dire, ce serait la même chose. Est-ce que la justice française s'y a été saisie, condamnerait pour discrimination, d'abord parce que c'est des gens de droite, je ne suis pas sûr. Parce que bon, ce serait des discriminations pour des gens de gauche, ne vous inquiétez pas, il y aurait une condamnation immédiate. Discrimination vis-à-vis de gens de droite, c'est encore un autre sujet. Mais à voir, hein, il faut tenter le coup. Moi, je serais des gens qui se sont fait suspendre, j'irais au pénal. Parce que Effectivement. Et j'essayerais d'obtenir une condamnation très sévère, voire même d'obtenir une interdiction d'exercer pendant un certain temps, et donc une fermeture du service, parce qu'au moins ça calmerait un peu les choses vis-à-vis des grandes plateformes. Mais à voir si ça ira jusque-là ou pas. Sur le papier, en tout cas, Meta encourt la fermeture du service en France définitive pour des raisons de discrimination politique. Si c'est ce qui est, s'il n'y a strictement aucune autre raison à la suspension de ses comptes, évidemment. On parlait du pénal à l'instant. Il y a aussi, du côté de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, son article 11 est censé protéger, je cite, la libre communication des pensées, des opinions. Est-ce qu'on a aussi quelque chose à faire de ce côté-là? C'est toujours pareil, vous allez devant le juge. Donc après, le juge il va prendre des fondements juridiques à sa décision. En tout cas, vous allez saisir le juge sur la base de fondements juridiques. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, etc., tout ça, c'est du contexte, hein, c'est du texte, je vais pas dire d'habillage, mais c'est un fondement juridique, juridique contextuel. Mais derrière, soit vous saisissez le juge pénal parce qu'il y a une infraction, soit vous saisissez le juge civil parce qu'il y a un manquement contractuel, ou alors parce que vous engagez la responsabilité civile délictuelle de la personne en face de vous. Et donc là, effectivement, vous pouvez aller chercher tel et tel texte en disant, bah voilà, le contrat n'a pas été respecté, ou les grands principes n'ont pas été respectés, etc., etc. Mais après derrière, vous allez demander des dommages d'intérêt. Ou alors de forcer la personne à respecter le contrat, c'est-à-dire à rétablir le service. Au niveau du juge pénal, c'est différent, c'est vous demander à la justice de sanctionner un comportement délictueux. Et donc là, le texte, c'est le 225-1 suivant donc, du code pénal, 225-1, 225-2 et 131-39 pour les peines complémentaires. Et donc là, vous demandez au juge pénal de constater qu'il y a une infraction et de la sanctionner. Derrière, d'abord, ça va beaucoup plus vite, en réalité.
C'est beaucoup moins coûteux d'aller dans le juge pénal que d'engager un procès civil. Et à mon avis, c'est beaucoup plus efficace. Et alors, il y a une autre méthode qui s'est vue, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certains parlementaires qui ont fait des démarches, qui ont écrit notamment à Laurent Soli, le PDG de Facebook France, donc qui appartient au groupe Meta comme Instagram, pour lui demander donc des explications. On pouvait penser que ce type de démarche, c'est vrai, n'aboutirait pas, mais d'après les informations de nos confrères du JDD, Marion Maréchal, députée européenne, et son équipe sont bel et bien parvenus à avoir un premier échange avec Laurent Soli. Il a demandé aux équipes d'Instagram de vérifier la situation des comptes concernés et un rendez-vous serait donc en préparation dans les jours à venir. Alors ce type de démarche finalement semble marcher. Charles Pratt, ça donne espoir d'une certaine manière. Alors, oui, mais moi, je remarque surtout que vous avez eu un rétablissement des comptes très vite à partir du moment où on a fait monter sur Twitter, notamment sur X, le fait qu'il fallait faire une commission d'enquête parlementaire. Ouais. Parce qu'en fait, écrire qu'un député ou un député européen écrive à Meta en disant ouais, pourquoi vous avez fait ça, très bien, mais ça reste des courriers. En revanche, vous avez autre chose. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais proposer. Hein. J'en ai rapidement parlé au niveau du groupe à droite, vous savez, donc le groupe D'Éric Ciotti à l'Assemblée. Ciotti, voilà, où il vous a pas échappé que j'étais candidat aux législatives Bien sûr. avec cette étiquette. Et donc là, on a notre rentrée politique samedi prochain. Et moi, mon idée, c'est de proposer, alors encore faut-il trouver un député que ça intéresse, c'est de proposer la création d'une commission d'enquête parlementaire. Parce que là, c'est plus la même musique. En réalité, chaque groupe parlementaire à l'Assemblée, vous savez, a ce qu'on appelle un droit de tirage sur des commissions d'enquête parlementaire. Il peut en faire 2 par an. Donc, le groupe à droite, Ciotti, peut déclencher 2 commissions d'enquête parlementaire chaque année et choisir le poste soit de rapporteur, soit de président sur la thématique qu'il a déterminée. Et donc là, moi, mon idée, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, hein, ces histoires de modération à la hache comme ça, scandaleuse, de discrimination, etc. Et que c'est un vrai sujet d'intérêt général aujourd'hui, hein, de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mon idée, c'est de proposer la création d'une commission d'enquête parlementaire, justement sur ces sujets de modération discriminatoire, politiquement parlant, et que eh bien, un député du groupe puisse être le rapporteur, parce qu'en fait, le rapporteur a des pouvoirs d'enquête, d'investigation, peut se rendre sur place. Dans ce cas-là, Instagram, Meta ne pourrait pas s'opposer à un débarquement du rapporteur de la commission d'enquête et à ce que la commission d'enquête mène des investigations sur comment ils font. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, qui donne des instructions, etc. Et donc, je vous laisse imaginer l'impact et la portée d'une commission d'enquête parlementaire qui viendrait mettre son nez dans la modération d'Instagram, de Facebook, de Snapchat, de TikTok, de X, etc., pour voir vraiment ce qu'il se passe, comment ils font, qui prend les décisions, voir aussi ce qui s'est passé dans le passé, parce que c'est ça qui serait intéressant, c'est d'aller chercher des cas de modération problématiques, hein, et de savoir pourquoi est-ce que des décisions d'exclusion, de bannissement, comme on dit, ont été prises et sur quels critères, voire même auditionner des gens à l'international. On peut très bien imaginer provoquer Zuckerberg, hein. Alors il viendra pas, ou demander à Elon Musk de venir expliquer un peu les choses, etc. Parce que manifestement, il y a beaucoup de choses qui ont été échangées entre la Commission européenne, les plateformes, etc. Et donc, mettre un petit peu en lumière tout ce qui nous est caché. Et ça, on peut le faire dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Si les gens ne viennent pas témoigner, s'ils sont convoqués, ils encourent des peines de prison, donc ils sont tenus de venir témoigner. Et je pense que ce serait un sujet de commission d'enquête parlementaire qui intéresserait beaucoup les Français. Alors certes, c'est pas le budget, c'est pas le chômage, c'est pas tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, la communication via les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de très important, hein, pour tout le monde, hein, pour l'ensemble des citoyens. Et à mon avis, ce sera un très beau sujet de commission d'enquête parlementaire. Et si d'aventure, dans le cadre de ce type d'investigation, on met en lumière des pratiques discriminatoires, hein, qui sait, ou des pratiques de modération qui auraient tendance à favoriser telle ou telle opinion politique ou religieuse par rapport à telle ou telle autre. En ce moment, on voit bien avec le conflit israélo-palestinien qui a quand même un peu de temps en temps du 2 poids 2 mesures, hein, dans la manière de traiter le sujet par les équipes de modération des réseaux sociaux. Et bien là, ça permettrait de mettre en lumière, le cas échéant, des délits de discrimination politique, et derrière, de faire des saisines de la justice pénale, non plus par un particulier, mais par une commission d'enquête parlementaire qui aurait établi des choses.
voyez, donc derrière, c'est des effets de levier qui sont assez intéressants. Et c'est, à mon avis, là-dessus, c'est la crainte de ce genre de choses qui pourrait amener Meta à mettre un peu d'eau dans son vin et à se comporter un peu mieux. Parce que, évidemment, si vous commencez à avoir une commission d'enquête parlementaire qui vient mettre le nez dans leurs affaires, les gens de Meta France, ça risque de pas bien se passer pour eux, quoi. Et Mm. ça, ils le savent très bien, notamment parce que Laurent Soli est très fait à la base. Il était au cabinet de Nicolas Sarkozy, c'est un haut fonctionnaire, un brillant. Il sait très bien comment ça passe et surtout comment ça peut se passer derrière quand, une fois qu'on a une pièce dans le jukebox et que la musique commence à jouer. Ça peut très vite dériver. S'ils ne sont pas tout à fait au carré par rapport aux règles de respect du pluralisme et à l'interdiction de discrimination, ça pourrait mal finir pour eux et ça, ils le savent très bien. Et donc, cette menace voilée de commission d'enquête parlementaire, à mon avis, a fait un petit peu bouger les choses dès le départ. Mais maintenant, il faut le faire. Très Mm. objectivement, enfin, moi, je serais très partisan que soit le groupe à droite, soit le groupe RN lance cette commission d'enquête parlementaire avec un rapporteur ou une rapporteure qui soit un peu péchu pour pouvoir un petit peu aller secouer le cocotier et puis qu'on voit ce qui se passe derrière le rideau. Donc Charles Prats, qu'on comprenne bien, vous allez vous-même proposer au groupe d'Éric Ciotti de se saisir de cette idée de commission d'enquête parlementaire? Ah bah oui, très clairement, j'ai déjà balancé l'idée, la proposition sur nos listes de diffusion interne, sur nos groupes de diffusion. Maintenant, après, il faut toujours discuter avec les gens, quoi. Oui, C'est plus simple de se voir. On se voit samedi, donc d'accord. on en discutera tranquillement samedi autour d'un jus d'orange. C'est à côté de Nice, quoi. Excellent programme. C'est intéressant en tout cas de voir que sur seulement deux enquêtes, enfin deux commissions d'enquête parlementaires annuelles, pour vous, c'est vraiment prioritaire en tout cas pour notamment les Français parce qu'il y aura un écho international. C'est vraiment intéressant de voir que c'est vraiment aujourd'hui une des priorités parce que c'est un sujet grave. Vous disiez tout à l'heure qui donne des instructions. Effectivement, ce serait le but de cette commission de savoir un peu où est-ce qu'on en est. Vous parliez de la Commission européenne tout à l'heure. Effectivement, il y a aussi une autre parlementaire, Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, qui a saisi, elle, la Commission européenne. Est-ce que ça se joue justement à cette échelle et pourquoi? Alors, Sarah a saisi Van der Leyen justement pour une application, ce que je vous disais tout à l'heure, du DSA sur le volet justification de la modération, effectivement. Donc, il y a ce volet européen, mais à mon avis, malheureusement, la Commission ne répondra pas, c'est le trou noir, quoi. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas intérêt. Eux, leur volonté, on a bien vu avec la passe d'armes entre Thierry Breton et Elon Musk. Eux, leur volonté, c'est plutôt de mettre au pas les plateformes et justement faire en sorte qu'elles modèrent, qu'elles surmodèrent de la manière dont ça vient de se passer. Alors qu'en réalité, nous, ce qu'on cherche, c'est à défendre la liberté d'expression. Donc, à voir, hein. Est-ce qu'on peut faire un retournement dialectique des armes de l'adversaire et donc les forcer à motiver les suspensions au regard du texte qui a été établi à la base plutôt pour museler les gens et les plateformes. Ce serait assez drôle, mais malheureusement, j'ai peu d'espoir par rapport à ça. En revanche, je vous dis, j'ai beaucoup d'espoir sur le côté menace, code pénal en France et commission d'enquête parlementaire, parce que pour revenir à ce que vous disiez, évidemment, si j'avais été élu député, c'est ce que j'aurais proposé. J'aurais proposé deux types de commissions d'enquête parlementaire. Ou trois, c'était notamment, bon, toujours mes sujets de lutte contre la fraude, mais là, ce sujet qui vient d'apparaître est un sujet d'intérêt général qui concerne tout le monde, hein, ça concerne tous les Français, parce que ça concerne pas que ceux qui font un peu d'influence politique sur les réseaux. Tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain suspendu sans savoir pourquoi. Et donc, de savoir exactement qui fait quoi, selon quels critères et comment ça se passe, je pense que ça intéresse évidemment tous les Français. Donc, c'est un vrai sujet de commission d'enquête parlementaire. Et vu ce qui va se passer aux États-Unis avec la campagne présidentielle américaine, c'est un sujet qui va monter, puisqu'on sait très bien que tout le monde va taper sur X et sur Elon Musk en disant « Ah mon Dieu, c'est des pro-Trump, tralali, tralala ». Qu'en face, il risque d'y avoir des prises de position ou de modération des plateformes plutôt anti-Trump. Voilà, ça permettrait aussi d'éclairer un petit peu le débat public international sur comment font les plateformes et ce qui se passe. Et je pense que c'est un vrai sujet de commission d'enquête, oui, c'est plutôt, puis en plus c'est plutôt sympathique. Et pour le député qui se saisirait de ce sujet-là, c'est une très belle mise en avant.
En tout cas, c'est vrai que c'est quand même très inquiétant de voir que l'idéologie va jusque-là, potentiellement. Je parle d'idéologie parce que c'est ce qui semble le plus probable, mais de voir que ça va jusque-là, museler vraiment les adversaires, leur empêcher d'exister tout simplement dans le débat public sur les réseaux sociaux en tout cas. On peut s'attendre à ce que la censure soit donc massivement pratiquée même sur d'autres plateformes. Hein. Vous parliez d'Elon Musk à l'instant. Je vais citer un de ses derniers tweets pour nos auditeurs. Je le cite, donc la Commission européenne a proposé à la plateforme X un accord secret et illégal. Si nous censurions discrètement les discours sans en parler à personne, il ne nous imposerait pas d'amende. Les autres plateformes ont accepté cet accord. X ne l'a pas fait. Fin de citation. Donc est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux? La question n'est pas vraiment là. Mais en tout cas, on peut croire que... Ah, si, la question, elle est là, et c'est justement l'intérêt d'une commission d'enquête parlementaire. C'est par exemple de convoquer Elon Musk et de lui dire, bah voilà, donnez-nous les preuves, donnez-nous les éléments qui vous font dire que la commission vous a proposé, quel est l'accord que la commission vous a proposé, quel est l'accord que les autres auraient signé en secret, etc. C'est tout ça l'intérêt d'une commission d'enquête parlementaire, c'est de faire sortir à la lumière toutes ces petites combines d'arrière-boutique. Et derrière, là, que les gens prennent leurs responsabilités. Parce que si effectivement, vous avez eu des échanges et un certain nombre d'autorités ont proposé aux plateformes, écoutez, vous censurez sans le dire, et puis comme ça, il n'y a pas de problème, vous imaginez le scandale. Oui. Voilà, donc, mais il faut bien avoir conscience que tout ça, c'est évidemment amené à se développer. Parce que les réseaux sociaux ont tué les médias mainstream en matière d'influence politique. C'est-à-dire qu'avant, sur la manipulation des foules, hein, je vous renvoie à Tchakotine, hein, le viol des foules par la propagande politique. Sur la manipulation des foules, les médias mainstream étaient aux mains globalement du pouvoir, hein, tel qu'il soit dans chaque pays. Et donc, vous aviez la possibilité de verrouiller les choses et d'orienter et de manipuler les foules en contrôlant les médias. Maintenant, ça ne marche plus. Parce que d'abord, les gens n'ont plus confiance dans les médias classiques. Et en plus, ils ne les regardent plus. Ils ne les écoutent pratiquement plus. Et les opinions se font de plus en plus sur la consultation des réseaux sociaux, d'Internet. Et donc, vous avez eu un système d'atomisation de communication et de l'influence médiatique, puisque chacun est devenu à la fois un récepteur, mais aussi un émetteur d'informations par les réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est incontrôlable. Quand c'est complètement atomisé comme ça, quand finalement chacun devient un média, à la fois émetteur mais aussi récepteur, l'État ne peut plus contrôler. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Si vous ne pouvez plus contrôler l'émetteur de l'information, il faut que vous contrôliez le tuyau. Et donc là, maintenant, tout le jeu pour un système qui veut contrôler, qui veut manipuler, qui veut continuer à avoir le contrôle sur l'information qui est à disposition des masses, ce n'est plus de contrôler les émetteurs d'information, ce n'est plus de contrôler les médias, c'est de contrôler les tuyaux. Et donc, qui dit contrôler le tuyau, en l'espèce, ça veut dire contrôler les réseaux sociaux, les plateformes. Donc, imposer à ces sociétés qui ne sont pas des sociétés résidentes, hein, quand on est en Europe ou en France, c'est leur imposer un certain nombre de choses qui font que ils vont soit d'eux-mêmes, soit à votre demande, fermer le tuyau, c'est-à-dire couper le robinet, ou alors fermer les comptes de ceux qui s'expriment, etc. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez classique, hein, il n'y a rien de neuf là-dedans. Mais derrière, soit vous êtes sur une volonté de contrôle étatique pour des raisons classiques qu'on connaît bien, soit vous êtes sur des motivations de contrôle idéologiques, et là on frappe en plein dedans, où là vous avez des groupes privés, des sociétés privées ou des lobbies X ou Y qui vont considérer que telle ou telle parole n'a pas droit de citer et donc vont essayer de la verrouiller. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est une réaction assez logique d'un certain nombre de lobbies ou d'un certain nombre comment, euh, de groupes idéologiques, réaction logique au fait que les groupes de droite ou les gens tenant d'idéologie de droite ont investi les réseaux sociaux depuis très très longtemps, depuis le départ, et Internet depuis le départ, au début, où personne ne voyait que ça allait complètement atomiser la communication et l'influence politique. Et ça fait quand même très longtemps que les structures de droite ont investi le champ du web et donc tiennent bien les positions et communiquent de manière très efficace en la matière. Donc là, vous êtes sur ou en face, hein, la riposte, qui est d'essayer de les verrouiller, de les sortir du tuyau, de les extraire, de les exclure des canaux de diffusion
parce que voilà, ça fait partie de la bataille politique, c'est de la bataille métapolitique, si vous me passez l'expression, et culturelle, et donc tout le monde se bat avec ses armes, quoi, voilà. Nous, à droite, on se bat avec les armes de la communication, on crée du contenu, on explique les choses, et puis tout simplement, on dit la vérité. Et dans une société où on essaye de verrouiller l'information, le simple fait de dire la vérité, c'est subversif et très déstabilisateur. Donc nous disons la vérité. Et en face, nos adversaires essayent de nous empêcher de dire la vérité. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec les problématiques d'agression par des immigrants, etc. Ce qui a déstabilisé le système, c'est simplement de montrer la vérité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'empêcher les gens de montrer la vérité ou de dire la vérité, ou même, si vous me passez l'expression même de faire de l'humour sur la vérité. Vous voyez. La question, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait finalement, parce que donc face à cette riposte dont vous parliez, qui est déjà courante et de façon parfois plus officieuse, comme avec la pratique qu'on connaît de shadow ban, qu'on pourrait traduire en français par le bannissement furtif, qui va bloquer toute visibilité des contenus produits par un utilisateur à son insu, parce qu'il va poser des problèmes, en l'occurrence idéologiques. Donc cette censure est quand même monnaie courante. Pour nous, les émetteurs, vous, nos auditeurs, tous ces émetteurs de droite, comment continuer à essayer, à continuer la bataille métapolitique dont vous parliez? Comment garantir notre droit à la liberté d'expression? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, il faut être un peu finot, il faut être un peu malin, et donc dans le type de message que vous émettez, il faut d'abord toujours rester dans le respect des règles juridiques, donc ne pas commettre d'infraction, donc pour ne pas se mettre en porte-à-faux, et puis il faut continuer quand même. Il ne faut pas hésiter à continuer, et à un moment donné, si vous passez, si on vous censure, etc., il ne faut surtout pas hésiter à aller au pénal, c'est ce que je vous dis, parce que à un moment, si personne ne leur tape dessus, ils continueront. À partir du moment où vous commencez à leur cogner dessus, ils vont peut-être réfléchir à deux fois et ils vont se calmer. Et puis, si vous faites des procédures, vous en faites 5, 10, 15, la 16e risque d'aboutir et la torgnole sera telle que ça calmera l'adversaire en face. Toujours pareil, il ne faut pas hésiter à se rebeller et à bouger. Et puis après, il n'y a pas que les procédures judiciaires, il n'y a pas que l'activité en ligne, il y a aussi l'activité physique réelle. Vous savez, on n'est pas à l'abri à un moment donné si les utilisateurs considèrent que c'est anormal. La gauche fait ça très bien. Il n'y a pas de raison que la droite ne le fasse pas. C'est d'aller manifester devant les locaux. C'est pas une culture de droite, ça. C'est pas une culture de droite, mais c'est une culture qui marche. Moi, je suis un ancien syndicaliste, donc je vous explique les choses. Je vous dis, une manif devant chez Meta, permanente, tous les jours, avec des manifestants qui viennent brailler et qui viennent manifester de manière pacifique. Comme la gauche sait le faire. La gauche sait faire des manifestations très pacifiques, n'est-ce pas? Vous faites la même chose, des manifestations pacifiques, et à un moment donné, vous verrez que ça va vite les calmer. Oui, effectivement. S'ils commencent à se retrouver pour aller au boulot, s'il y a 1500 personnes qui sont devant le siège en train de manifester pour la liberté d'expression, à un moment donné, ça va les faire réfléchir. Ils vont peut-être se calmer. Bon, merci en tout cas pour toutes ces clés. Charles Prats, meneur de troupes. En tout cas, j'en ai fait plus jeune. Comme ça. En tout cas, Charles Prats, vous pouvez compter sur nous, sur Ligne Droite Radio Courtoisie, pour bien sûr relayer votre appel et pour conseiller aux personnes concernées à poursuivre en justice, à continuer. Pour essayer de gagner cette bataille. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. On continuera de bien suivre avec vous, évidemment, votre proposition pour une commission d'enquête parlementaire pour le groupe à droite ou le groupe RN. C'est un sujet qui va continuer de nous intéresser. Donc, à très bientôt, Charles Prats.